Comment du XML peut être vulnérable? Je vais vous montrer une très vieille faille qui utilise la manière dont le XML est traité et que je rencontre encore aujourd'hui, notamment dans les systèmes legacy. Elle est étonnante parce qu'elle nous montre à quel point les vulnérabilités naissent d'une fonctionnalité qui a été prévue pour être utile et pas du tout malveillante. Et ben c'est parti. On va partir d'une application Spring Boot très simple qui nous permet d'envoyer des messages à une API. Vous voyez, là j'ai mon message qui est envoyé, je l'ai envoyé dans le formulaire. J'appelle une petite API, cette API encode le message en XML. Alors comment est-ce qu'il est encodé en XML le message? Et bien, tout simplement c'est un code JavaScript que l'on retrouve ici, c'est du templating Symleaf. Donc là j'ai un morceau de script qui va récupérer mon message quand je vais le rentrer dans le formulaire qui est ici, et ce message va être envoyé à l'API. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'API? Au niveau de l'API, on va tout simplement récupérer notre message, donc on a dans le request body, donc on a un encodage XML qui a été défini, et en récupérant ce message, on va simplement loguer que ce message a été envoyé. J'ai indiqué à Spring qu'il fallait qu'il traite du XML, donc on lui a mis un bin, un mapping XML, donc quand il reconnaît les entêtes de type XML, tels que vous les voyez ici, application XML, il est capable de les interpréter et d'utiliser mon XML mapper que j'ai codé ici. Alors si on regarde ma requête que j'ai envoyée, là j'envoie un post, ce post, il est envoyé avec du XML. Donc ça c'est du balisage en XML. Mais du point de vue réseau, pour l'instant c'est uniquement du texte. Et ça n'est pas un objet au sens de Java. Alors qu'est-ce qui se passe si j'envoie un message ici, et là je me suis mis en debug dans ma méthode send. Dans la méthode send, c'est la méthode qui est mappée sur le endpoint send, avec le request mapping, et qui reçoit un objet message. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a déjà quelque chose qui est un message. Donc si je survole le message et que je le débug, ça n'est pas du texte en XML, c'est un message avec du texte et sa valeur. Alors si on regarde un petit peu l'objet message, comment il est fait, on va dessus, voilà, c'est une simple classe, c'est un bin Java très classique, qui contient une méthode texte, voilà, getText et setText. Et ça, Spring, il est capable de se dire, ok, bah ça, je suis capable de recevoir du XML de cette forme-là, et de transformer ceci en message. Alors on le fait ici, dans le XML config. C'est le XML mapper qui aura pour rôle de faire ça. Et on utilise les messages converteurs. Donc les messages converteurs, ils vont recevoir la requête HTTP. Ils vont être capables de convertir ça en des structures de données qui sont compréhensibles et utilisables au niveau du langage. Donc on voit que c'est très pratique, puisque ça me permet de recevoir directement un message sans avoir à me demander comment est-ce que je vais faire pour le parser, etc. Donc c'est exactement ce qui se passe avec du JSON, hein, si vous utilisez les API actuellement. On a du JSON, et le JSON, il est mappé avec des objets. C'est extrêmement pratique, puisque ça nous évite tout ce travail fastidieux à chaque requête. Et donc on a déjà quelque chose ici qui est vraiment un message avec son texte. Le diable se cache souvent dans les détails, et c'est comme ça que des failles apparaissent. Alors, j'ai récupéré une petite page ici, c'est une documentation de l'Université de Nantes, qui nous parle de les entités XML. Alors, qu'est-ce que c'est les entités XML? Quand vous avez un document XML, il peut arriver que vous ayez besoin d'avoir des variables, en fait. Donc, pour avoir des variables, on va créer ce qu'on appelle des entités, on va leur donner un nom, et puis ensuite, on va les récupérer plus loin dans le document. Alors, c'est exactement ce que je fais avec mon code ici. J'ai une variable message, là, je l'utilise dans deux endroits. Bon, et bien ça, on aimerait pouvoir le faire dans un document XML. Donc c'est là que vient les doctype définitions. Donc les doctype définitions, c'est un en-tête que l'on met sur notre XML et qui nous permet de définir des fameuses entités. Donc c'est quelque part, c'est des variables. Alors là, on voit entité, non-entité, texte de remplacement. Alors on va ouvrir notre API avec Burp. Donc Burp, pour rappel, il va nous permettre de rejouer les requêtes après les avoir modifiées. Alors pour l'instant, je vais juste créer la requête API send et je vais envoyer dans mon XML un petit hello. Alors j'envoie un hello, donc j'arrive dans ma méthode message, etc. Mon message est logué, parfait. Et je retourne là où j'étais, je reçois ma réponse sur message hello has been sent. Alors là, on a fait en sorte simplement de renvoyer le message au complet. Mais on aurait pu se contenter de renvoyer juste le texte du message. C'est important puisqu'en fait je renvoie un message et ce message est à nouveau parsé en XML. Donc ça c'est important puisqu'en fait il est à nouveau sérialisé pour être envoyé en XML dans la réponse. Donc c'est pour ça qu'on a du XML en entrée et du XML en sortie. Mais on aurait très bien pu avoir du XML que ici. Alors
Là, j'ai envoyé un petit message, j'ai envoyé un petit hello. Alors, qu'est-ce que ces type définition, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc là, j'ai l'entité, le nom de l'entité avec le texte de remplacement, et je dois utiliser un doctype définition dedans pour créer mon document XML. Voilà, donc vous avez doctype là. Et dans le doctype ça va être un en-tête, je vais rajouter des éléments et des entités. Alors on va s'intéresser uniquement aux entités et vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vais d'abord créer une simple entité. Vous voyez, là, j'ai mon doctype. Et donc ensuite, j'ai mon entité qui s'appelle message et qui contient le texte hello. Alors on va mettre hello from entity. Ça, on saura que ça vient bien d'ici. Et ensuite, je peux référencer cette entité quelque part dans mon document XML avec le petit E commercial et ensuite en mettant un point virgule à la fin. Donc ça nous permet de dire, ben voilà, on va référencer l'entité message. Donc chaque fois que tu verras ce mot-là, tu pourras le remplacer par hello from entity. Alors qu'est-ce que ça donne si on envoie notre requête? On voit qu'on a un message là, et vous voyez le message c'est hello from entity. Donc c'est ce qui va être remplacé dans la réponse. Voilà, donc là on a le hello from entity, parce qu'on a utilisé des entités, et en utilisant ces entités, eh bien, ça nous a permis d'avoir une notion de variable, et cette notion de variable, on l'utilise dans nos messages XML. Mais alors, c'est quoi le problème avec ça? Comment est-ce qu'on peut exploiter ça pour avoir une faille de sécurité? Eh bien, on le voit en lisant un petit peu plus la doc. On va regarder, on a les entités, texte de remplacement, donc là j'ai une entité, je remplace par du texte, donc c'est difficile de trouver ce qui va pouvoir se passer de problématique en termes de sécurité avec. Mais on peut également référencer des entités externes avec le mot-clé système. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va utiliser cette entité externe et dedans on va utiliser un fichier. Alors là, ça devient beaucoup plus intéressant pour un attaquant. Les entités générales sont utilisées pour fractionner les droits aux documents dans plusieurs fichiers. Donc en fait, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez avoir plusieurs fichiers XML ici, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, etc. Et on va ensuite référencer ça, c'est un genre d'inclusion. Donc ça nous permet d'avoir des documents qui sont mieux structurés. Donc c'est pas du tout quelque chose de mauvais en soi, puisque c'est une extension du langage XML qui nous permet d'avoir des fonctionnalités qui sont intéressantes, comme inclure des fichiers, donc diviser ce fichier en plusieurs fichiers. Vous voyez, alors là, notre livre, par exemple, il est divisé en chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 et 4. Ok, donc ça, c'est quand même assez intéressant, mais qu'est-ce que ça implique en termes de sécurité dans notre exemple? Pourquoi? Parce que dans notre exemple, c'est l'utilisateur qui décide le XML qu'on met. Donc on n'a pas de maîtrise sur le XML qui sera utilisé. Alors qu'est-ce qui va se passer? Pour illustrer ça, j'ai démarré mon application dans une machine Vagrant, donc vous aurez le code qui sera disponible, hein, c'est pas forcément, c'est un simple service qui démarre notre jar Java, et dedans vous avez un petit message.txt là, voilà, 4 messages. Alors, vagrant message.txt, et dedans, il y a un hello from file. Voilà. Et donc, en utilisant le système, donc là, quand on va appeler notre code ici, on va appeler la machine Vagrant. Donc, c'est-à-dire que j'ai démarré une machine virtuelle, j'ai packagé le jar dedans, et on est dans une machine virtuelle, et c'est celle où il y a la console qui est ici. Donc, vous voyez, dans cette console, j'ai un fichier qui existe, qui s'appelle vagrant message.txt, qui n'est pas sur mon poste. Donc, c'est pas sur le poste de l'utilisateur. Si je mets système ici, au lieu de mettre simplement quelque chose, on va appeler ce qu'on appelle une entité externe. Donc c'est ce qu'on avait dans notre documentation ici. Notre documentation nous explique que ça, c'est une entité externe, donc c'est une inclusion de fichiers. Ces inclusions, ça peut être du XML. Donc dans ce cas-là, le XML sera mergé, il sera intégré à l'intérieur de l'autre XML, mais vous pouvez aussi mettre tout simplement du texte que vous pouvez mettre entre deux balises. Alors comment ça va se passer ici? Eh bien, ce qu'on va faire là, c'est que on va, dans notre doctype, alors c'est jamais, on met toujours fou, mais ça m'agace, on a le mot message qui va remplacer l'appel à l'entité externe, message.txt, et ce message.txt, il va être remplacé ici. Et vous voyez, là, j'ai mon hello from file. Alors, si je regarde ce qui se passe ici, c'est bien mon cadre de mon vagrant message.txt de la machine virtuelle, donc qui représenterait le serveur distant. Et ça, c'est beaucoup plus gênant, puisqu'on a été capable de lire un fichier sur le serveur distant. Et je vous laisse y réfléchir rapidement, c'est le parseur XML, il se trouve sur mon code. Le parseur XML, il est à l'intérieur de mon application. C'est donc l'application, dans le contexte de l'application, qu'on va aller chercher
ce fichier et qu'on va décoder la balise système. Donc ça veut dire que le fichier qu'on va voir, ce n'est pas le fichier qui sera sur le poste de l'utilisateur, qui est ici, c'est vraiment le fichier qui est sur le serveur. Donc là déjà, on a un gros problème de sécurité, puisque si je mets mon etc password, par exemple, dedans, vous savez, c'est le fichier qui contient les utilisateurs, eh bien j'obtiens le fichier etc password de ma machine vagrante. Donc ça veut dire que déjà, là, on est capable de lire des fichiers sur le serveur. Donc on a déjà un très gros problème de sécurité, puisqu'on pourrait aller chercher n'importe quel type de fichier, vous voyez, on n'a aucune restriction. On pourrait par exemple aller chercher un dump SQL. Donc c'est comme ça que le XXE présente un risque, et qui permet déjà de lire énormément de fichiers. Mais c'est pas tout, on peut aussi s'en servir pour récupérer des ressources réseau qui sont accessibles que par le serveur. Alors ici, on est dans notre machine vagrante. Vous voyez, c'est ma bookworm, là, c'est la machine vagrante. J'ai créé un petit dossier serveur, et dedans, j'ai mis un message.txt. Alors ce message, on pourrait y accéder directement, mais on peut imaginer qu'il est sur le réseau en faisant un petit serveur Python, http://serveur, hop. Voilà. Donc là, j'ai créé un petit serveur Python, et ce serveur Python, il permet d'accéder à message.txt, donc il affiche message.txt, mais comme ma machine vagrante, elle n'expose que le port 8080, on ne peut pas y accéder de l'extérieur. Donc je ne peux pas accéder à ce serveur qui est exposé sur le port 8000. Et ce serveur, bah, il y a un petit message pour les employés qui est dessus. Alors évidemment, il ne faudrait pas mettre le mot de passe ici, donc ça montre bien que les mots de passe ne devraient pas être ici, et c'est une bonne raison de ne pas les mettre ici, mais pour l'exemple, on va dire qu'ils y sont. Donc ça veut dire que si j'appelle à l'intérieur de ma machine vagrante, donc je suis dans ma machine vagrante, et que à l'intérieur de cette machine, j'appelle cette URL, je vais obtenir cette petite documentation. Et ça, je ne pourrais pas l'appeler depuis l'extérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas censé pouvoir être appelé, par exemple, depuis le contexte web, c'est-à-dire depuis les utilisateurs de l'application. Mais avec ma faille XXE, je vais pouvoir également mettre à l'intérieur de système des URL. Donc je peux mettre des fichiers, mais je peux aussi mettre des URL. Alors comment ça marche? Et bien tout simplement, je récupère l'URL de ceci, et j'appelle ceci dans une entité système, donc je crée une entité système. Cette entité système va résoudre l'URL, elle va récupérer la ressource de l'URL, elle va le stocker dans message, et ensuite je vais pouvoir afficher le message. Et c'est ce qu'on voit ici. C'est qu'en plus de lire des fichiers, j'ai été capable d'aller chercher des ressources qui ne sont pas accessibles normalement. Donc j'aurais pu mettre un nom de domaine interne à l'entreprise, par exemple, et ce nom de domaine interne à l'entreprise, j'aurais eu un proxy pour accéder à ces ressources. Donc j'aurais pu récupérer ces ressources, même si elles n'étaient pas sur le serveur. Donc ça, c'est une deuxième possibilité qu'on peut avoir avec le XXE. On bypass quelque part les firewalls, on récupère des ressources auxquelles on n'est pas censé accéder, et donc avec ça, on a déjà beaucoup de latitude pour faire une attaque, récupérer un dump SQL, récupérer quelque chose. On pourrait par exemple imaginer aller chercher les choses sur un S3 interne, des fichiers sur un S3 interne et tout dumper. Donc on a déjà beaucoup de possibilités qui sont faites à cause de cette simple faille XML. Et je vous rappelle, hein, c'est quand même quelque chose sur un bout de code qui n'a pas du tout l'air d'être dangereux, puisque là on a simplement logué quelque chose, donc si on n'a pas de problème avec Log4Shell, on ne devrait pas avoir de problème. Et donc c'est ça un des gros problèmes du parsing XML quand il est fait de manière vulnérable. Alors vous allez me dire, d'accord, mais bon là le code il est affiché. Donc le fait qu'il soit affiché, bah, ça fait qu'on récupère la sortie directement. En général, c'est pas le cas. Et il y a un petit paramètre ici, obfuscated, que j'ai placé à true, et qui va faire en sorte que le message ne soit pas affiché. Alors qu'est-ce que ça va donner maintenant? Ici, on va avoir les trois dièses, et donc on va plus voir les messages. Alors est-ce que nos attaques vont fonctionner maintenant, puisqu'on ne montre plus ce qui se passe? Donc l'entité simple, eh ben, elle ne va pas être affichée, donc elle va être interprétée, mais elle ne va pas être affichée. Mon file message ne va pas être affiché. Alors, à savoir, le message, il va quand même être lu, mais il ne va pas être affiché. Mon etc password, eh ben, je ne peux plus le lire, puisqu'il y a mes 3 dièses, mais le fichier a été récupéré. Donc, est-ce qu'il reste encore des possibilités d'attaque? Là, je prends le Restricted Network. La ressource a été récupérée. Ça, c'est intéressant. On voit que la ressource a été récupérée. Donc malgré le fait qu'on ne puisse plus afficher notre code, qu'est-ce qu'on pourrait encore faire avec? Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un serveur OVH, donc il est exposé sur Internet, et j'ai envoyé la commande Python HTTP server, donc il m'a créé un petit serveur sur le port 8000.
Donc si depuis mon poste, je fais une requête sur le port 8000, j'ai le petit serveur Python, donc ça me fait un petit listing des fichiers qui sont dans le répertoire courant. C'est très pratique. Dedans, j'ai un test.txt. Voilà, et ce text.txt, il nous dit « Hello from remote ». Ok, donc ça veut dire que je peux appeler des ressources qui ne sont pas des ressources à moi, mais je peux pas les lire. Donc ça veut dire que je pourrais aller chercher des ressources sur le réseau, mais je pourrais pas les lire. Ça veut quand même dire que je peux les appeler. Donc s'il y a des requêtes GET qui ont un certain effet, on pourrait imaginer faire un DDoS ou des choses comme ça. Mais là, on va se demander ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire avec un autre type d'attaque. Alors, je vais prendre l'IP de mon serveur ici, je vais l'appeler là, je vais chercher mon test.text, voilà, et j'envoie ma requête. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été chercher ça. Il m'a fait la requête système, il l'a affiché, mais il ne m'affiche rien. Donc moi, j'ai pas le résultat de ma requête. Je le vois dans les logs, je retrouve mon IP ici, et je retrouve mon test.text qui a été appelé. Donc ça veut dire qu'il est capable d'aller chercher des entités extérieures pour ensuite les charger dans le document XML. Alors, est-ce que c'est impossible de récupérer la valeur? Eh bien, pas tout à fait, et je vais vous montrer comment ça marche. Si on regarde à nouveau notre documentation, on voit qu'il existe des entités paramètres. Alors, qu'est-ce que c'est une entité paramètre? C'est une entité qui peut être réutilisée dans la doctype définition. Donc, vous allez créer votre doctype définition, et vous allez pouvoir créer des entités, et ces entités les rappeler à l'intérieur de la doctype définition. Donc, c'est-à-dire à l'intérieur de ceci. Là, j'ai un doctype, et là, j'ai des entités avec le %, et ces entités, on les récupère à l'intérieur du doctype définition. Donc, c'est ici qu'on peut les récupérer. Elles ne s'affichent pas ici. Alors, comment ça marche, ce type d'attaque? Elle est un peu plus complexe à comprendre, mais en réalité, elle découle de ce qu'on fait avec les entités, et ça nous permet de comprendre à quel point elles peuvent être dangereuses. Alors ce que je vais faire par exemple ici, c'est que je vais faire une entité commun, niveau, couleur, et ensuite j'ai l'élément rectangle qui va récupérer la valeur de commun. Tout ceci, c'est à l'intérieur du doctype définition. Alors je vais créer une entité qui récupère le message qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'était le Restricted Network Get. Donc c'était la possibilité qu'on voulait avoir de récupérer le message en interne. Donc là, on pourrait continuer à refaire la même attaque, mais elle ne fonctionne pas. D'abord parce que le serveur n'est pas lancé dans la machine. Voilà, mais même si le message a été appelé, il n'est pas affiché. Alors comment est-ce qu'on va faire pour l'exfiltrer avec cette technique utilisant les paramètres à l'intérieur de la doctype définition? On va créer une doctype définition qui va prendre une ressource externe, une DTT, une doctype définition externe, et on va l'inclure dans notre document. Alors c'est ce que je vais faire ici. Donc je vais prendre mon serveur qui est exposé sur Internet, et j'ai une evil, voilà, vous voyez, j'ai ma evil.doctype définition. Et cette doctype définition, au moment où elle va être inclue, le parseur va être obligé de la lire. Donc comme il va être obligé de la lire, il va être obligé de l'interpréter, et donc il va être obligé de faire les appels. C'est pour ça qu'on utilise une doctype définition externe pour faire ce type d'appel. Alors je récupère mon entité, je nomme une entité qui sera à l'intérieur de ma doctype définition all, et dedans je remets du code qui sera interprété ici. Et ce code, c'est l'appel à collect égale file, donc c'est l'appel à mon propre serveur, donc le serveur qui serait le serveur de l'attaquant. Ce code, il va inclure l'entité file, et l'entité file elle-même, c'est ce qui a été récupéré dans le message. Donc ça veut dire que je vais aller récupérer en interne le message .text. Une fois que j'ai récupéré cette valeur, je vais l'exfiltrer, ce qu'on appelle une exfiltration. Et pour exfiltrer en général, ce que va faire un attaquant, c'est qu'il va appeler un service à lui. Donc comme il sait qu'il est derrière un firewall, il va appeler son propre service, en HTTPS par exemple, et donc ce sera simplement une sortie de HTTPS vers l'extérieur. Donc comme on sait que les ports en général sont bouchés, on ne peut pas accéder à un service directement, mais on peut souvent accéder à un service qui est à l'extérieur. Donc c'est pour ça que les attaquants, ils exposent leur propre service et ils s'arrangent pour que vous veniez les appeler. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Donc là, on va s'arranger pour que cette URL soit appelée. Et donc dans nos logs, mon serveur, il est là, dans mes logs, je vais récupérer la valeur de ce qui a été récupéré, dans le collect égal. Alors c'est parti, on va tester notre attaque. Alors on voit qu'il y a une erreur. Il y a une erreur puisqu'effectivement on n'a pas réussi à faire le parsing de documents complètement. Mais
vous voyez, ça a quand même fonctionné puisque le message a été exfiltré. Donc vous voyez, important message, un message avec 2 S, for internal employé, password is machin. Donc là, j'ai été capable de récupérer mon message et j'ai été ensuite capable de l'exfiltrer à travers le Evil Doctype Definition. Et ce Doctype Definition qui est ici, c'est lui qui m'a permis de faire cette exfiltration. Donc même en étant complètement aveugle, il reste des possibilités d'attaque. Le fait de ne pas afficher le XML ne suffit pas. Il faut vraiment empêcher l'interprétation des entités pour être complètement protégé. Voilà justement, c'est quoi la remédiation pour éviter ce type de problème? La première chose qu'il aurait fallu faire, et la première chose qu'on va vous conseiller en tant que consultant de sécurité, même si je sais que c'est pas toujours simple, c'est de mettre à jour vos librairies. Donc ça, c'est la seule chose qu'on peut proposer quand on a un framework qui évolue et des failles qui sont découvertes et qu'ensuite on patch. Il n'y a que le fait de patcher les librairies qui peut faire quelque chose. Donc si vous avez une version qui est maintenue, alors effectivement, cette version-là, elle ne doit plus être trop maintenue, mais je pense qu'il y a un patch qui est sorti pour corriger cette vulnérabilité-là. Donc vous pourriez passer par exemple en 1.3.9, j'imagine. Ça vous permettra de patcher cette vulnérabilité et d'autres vulnérabilités, parce que vous voyez, il y a d'autres erreurs qui sont montrées par IntelliJ Alors, Improper Restriction of XML External Entity Reference, donc vous voyez pourquoi on appelle ça le XXE, c'est en référence des entités externes, et ça permet de générer le type d'attaque qu'on a vu. En mettant à jour cette librairie, donc en mettant à jour Spring pour mettre à jour toutes ces librairies, on pourra corriger ce problème-là. Je vais d'ailleurs vous montrer le patch, parce que ça, je trouve que c'est intéressant. Alors, la version qui fixe le problème, c'est la 2.7.4, et donc on va la comparer avec sa version précédente, donc c'est la 2.7.3. Voilà, donc il n'y a que 12 changements, donc ça devrait être assez simple, et on voit qu'on a rajouté des choses dans le XML Factory, et ce qui va nous intéresser ici, c'est le is supporting external entities, donc les entités externes, les entités avec système, par défaut, ne sont pas supportées. Donc c'était ça notre problème que nous avions avec notre parseur à l'origine, c'est que par défaut, la configuration que l'on voit ici, alors c'est notre XML config, il avait ce paramètre là, is namespace aware, mais par défaut, le support des entités externes n'était pas à false. Donc si vraiment vous ne pouvez pas patcher, on peut faire ceci. C'est-à-dire que je vais forcer le support des entités externes à false, et on va pas se mentir, en réalité, vous n'en avez absolument pas besoin. C'est-à-dire que votre application, elle envoie du XML, bon, c'est déjà quelque chose pas forcément utile, mais ça peut exister dans certains contextes, mais il y a très peu de contextes où on a besoin d'envoyer ça, notamment dans un contexte client. C'est-à-dire que le client ne doit pas pouvoir envoyer des entités externes, c'est une vulnérabilité. Donc dans notre cas, on n'a absolument pas besoin des entités externes. Donc on va rajouter ceci dans notre configuration Spring, et on va relancer. Donc là, j'ai recompilé mon application, et j'ai remis le... Donc là, j'ai recompilé mon application avec mon patch. Donc là, maintenant, les entités externes ne sont plus supportées. J'ai enlevé le obfuscated, comme ça, on va voir ce que ça donne. Donc mon entité, là, ça fonctionne. Mon entité simple hello, elle, ça fonctionne. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand je veux récupérer un file message? Il ne se passe rien. Les entités sont simplement supprimées du doctype, elles ne sont pas lues, elles ne sont pas interprétées, donc je ne peux pas récupérer les entités externes, donc il n'est plus possible d'utiliser le XXE pour récupérer des ressources externes. Alors on va relancer par exemple notre petit serveur Python, là. Ah non, c'était Python HTTP server. Vous voyez, tout simplement, il n'y a rien qui est appelé. On n'a même pas appelé l'URL. Donc l'attaque out of band, eh ben, elle-même non plus ne va pas fonctionner. Donc si je me mets ici, je lance mon serveur ici, eh ben, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner, il n'y aura aucun appel qui est fait. Donc on voit qu'on n'a même pas été rechercher le message de cette entité-là. Vous voyez, la localhost, elle n'a même pas été appelée, encore moins sur le serveur distant. Les entités externes ne sont plus supportées, on n'utilise plus les entités externes. Donc à partir du moment où vous n'avez pas besoin des entités externes sur votre application, vous pouvez paramétrer votre parseur pour ne plus les supporter, et c'est ça qui a été mis dans le patch qu'on voit ici. Alors on pourrait imaginer une autre correction, ça va être tout simplement de dire, puisque c'est la 2.7.4 qui corrige, on va corriger notre version, donc je vais repackager mon jar avec mon com faster XML, et dans mon XML config,
j'aurais plus besoin de mettre ça. Puisque j'ai fait une correction comme ceci, et je vais mettre à jour le jar, et je n'aurai plus cette vulnérabilité. Alors est-ce que ça va marcher? Voilà, je retourne ici, donc j'ai lancé... voilà, il faut que je relance l'application. Donc là, j'ai mon système ETC Password, et j'ai demandé à désactiver le support des entités externes, donc... Ah! Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai mis à jour, j'ai pas fait la correction code, mais j'ai quand même eu le problème. Comment ça se fait que mes entités sont supportées alors que je lui ai dit de pas le faire? On va rejeter un œil à la correction. La correction, elle corrige le XML Factory, qui est en réalité le XML Factory par défaut. Dans mon application, j'ai proposé mon propre bin XML config, et c'est ce bin XML config qui définit ma configuration XML. En réalité, il n'est pas nécessaire. En réalité, il y a déjà un bin par défaut, et la correction, elle corrige le bin par défaut. C'est le bin par défaut qui est corrigé, qui a cette fonctionnalité par défaut, c'est la XML Factory, qui est récupérée par le XML Mapper. Donc là, je vais supprimer ce bin, je vais relancer mon application. Alors, on va retenter notre attaque. Et là, qu'est-ce que j'ai dans mes logs? Alors, voilà, parse erreur. Il me dit qu'il y avait une entité message, mais qu'il ne la trouve pas. Pourquoi? Tout simplement parce que comme il ne supporte pas les entités système, il l'a simplement squeezé. Donc cette entité système n'existe plus, l'entité message, il ne la trouve plus. Donc le système n'est plus fonctionnel, on ne peut plus utiliser l'entité système. Donc ce qui s'était passé dans mon application, c'est que par défaut, je supportais les entités externes, mais maintenant que je lui ai dit de ne pas les supporter, soit je le mets dans ma configuration et ma configuration est correcte, mais en lui redonnant cette configuration et en faisant la mise à jour, j'ai remplacé l'ancienne XML Factory, j'en ai recréé une nouvelle qui n'a pas le paramètre isSupporting External Entity à false, et du coup, mon attaque a à nouveau été possible. Donc il faut être assez vigilant quand on fait ce type de correction, puisqu'on voit qu'on a fait la mise à jour, mais que dans notre cas, il a quand même fallu faire une petite revue du code. Donc là, l'intérêt, je pense, ça aurait été d'enlever directement le XML config, d'utiliser la configuration XML par défaut, puisque maintenant, les parseurs XML que vous allez télécharger, tous, ne vont pas supporter l'entité système par défaut. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver dans la description le code pour rejouer les exemples chez vous, pour vous amuser et pour apprendre comment fonctionnent ces failles. Et j'espère que désormais, maintenant vous comprenez mieux comment elles fonctionnent, vous ne ferez plus l'erreur et vous n'aurez plus cette vulnérabilité dans votre code. Pensez à vous abonner pour la suite des vidéos. À venir, on va toujours parler de sécurité, probablement d'intelligence artificielle, de Kubernetes, bref, de plein de choses fun. À bientôt.